Podcasting. Louis Saint-Pierre, bonjour. Salut Fred. Ça va? Oui, toi. Bienvenue au podcast des Copains du son. Aujourd'hui, c'est animé par moi. Je m'appelle Frédéric Tagvorian et je travaille ici. Je reçois aujourd'hui l'auteur et cinéaste et mon ami Louis Saint-Pierre. Bonjour. Salut, bonsoir. Wow. Ça va? Très bien, toi. Moi aussi, merci de demander. Mais oui, je suis bon déjà. Louis, tu as écrit un livre. Oui. Et aujourd'hui, on va en parler. Cool. Ça s'appelle La République de Kafka. C'est paru chez VLB Éditeur le 12 août dernier. Oui. Et depuis, ça cartonne. Ça cartonne depuis, N'est-ce c'est vrai. pas? Oui. 12 août, c'est tout? Le 12, c'était la journée du livre québécois, là. Ouais. Mais je pense que c'est sorti le 4, techniquement. Bon, ben, j'ai rien dit. Alors, c'est choquant. je vais Déjà des scoops. Il faut que je vérifie mes affaires. Ça commence à Alors là, j'explique aux gens, là, je te l'ai expliqué Vas-y. déjà. Le podcast va être séparé en deux. La première partie, c'est Louis l'homme. Oh, Et la deuxième partie, c'est Louis l'artiste. c'est bon. Ça. Alors, il va y avoir un spoiler alert, une alerte de divulgateur pour les puristes. Je vais le répéter, mais juste que vous sachiez, là, tantôt on va parler du livre, fait que, allez le lire puis revenez au besoin. Ouais. Louis, je me demandais, tu viens d'où, toi? Dans la vie, Ouais, t'as grandi où? je suis un gars de Brossard. Fait que pas Rive-Sud. d'asbestos. Non, pas du tout d'asbestos, contrairement au personnage principal Oui, du c'est ça. livre. Ouais, je viens de Brossard, un petit gars de la Rive-Sud, Ouais, un petit bum qui faisait du skate. nice. Pas mal C'est ça. arrivé comment dans ta vie, l'art en général? Dis-moi. Hey man, c'est une grosse question, je sais pas. Je pense que j'ai toujours aimé ça, raconter des histoires. Ouais? Mais c'était pas quelque chose que je considérais comme un métier possible du tout. Tu sais, mes deux parents étaient informaticiens. OK. Fait que c'est pas quelque chose que je voyais comme je pourrais faire de l'art dans ma vie. Mais comme au fur et à mesure de mon parcours scolaire, il y a comme pas une tangente qui s'est dessinée, là, mais un peu, où est-ce que j'étais très, très mauvais, particulièrement en français. Mhm. Vraiment, j'étais nul. Là. Comme les seuls cours que j'ai coulés dans ma vie, c'est en français. Puis j'avais souvent, mettons, quand il y avait des productions écrites, qu'on pouvait être un petit peu créatif puis raconter une histoire, Ouais. les profs, ils venaient me voir puis ils étaient comme, ben c'est super bon l'histoire que tu as racontée, mais tu sais pas écrire. Vraiment. Ça m'est arrivé comme plusieurs fois, là, comme jusqu'au cégep, où est-ce que genre, t'étais noté sur l'aspect créatif puis l'aspect grammatical du Ouais, truc. ouais. Puis j'avais comme 10 sur 10 sur un, puis comme 3 sur 10 sur Ah, l'autre. ouais, Je te ok. laisse deviner lequel des deux. Peut-être pas ma force. Ouais, ouais. Puis c'est ça. Puis éventuellement, j'étais comme, OK, il faudrait peut-être que j'apprenne à écrire parce que j'aime ça dans le fond. Puis là, Ouais. je me suis mis à lire vraiment sur le tard. Mhm. Comme, c'est gênant à quel point je lisais peu Ouais. avant d'avoir genre 18, 19, 20 ans. là. Ben, c'est correct, ça. C'est gênant. Ben non. Puis c'est ça. Puis je me suis mis à écrire, particulièrement quand j'ai fait une mononucléose à 18 ans. Hein? OK. Puis là, je pouvais plus faire du skate parce que si tu sautes, tu peux éclater ta rate, puis tout, c'est super dangereux. Fait que le hobby principal a pris le bord. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais comme dans mon sol, puis je me suis juste mis à écrire. Ça m'est comme pogné comme une espèce de bulle au cerveau. OK. Puis après ça, j'étais comme soigné, puis mes amis étaient comme, tu viens-tu faire du skate? J'étais comme, non, il faut vraiment que j'écrive. C'était un mystère pour un peu tout le monde, qu'est-ce qui Ouais. s'est passé. Moi-même, je peux pas vraiment l'expliquer. Ouais, ouais. Puis tu m'as déjà dit que t'avais une frange à l'époque. Ou ça, c'est au Oui, secondaire? oui, une frange de emo. Ouais, Oui, ouais. exact. J'ai eu des bonnes années emo, là. Fait que t'es comme un hybride, là. T'es un rappeur, skater et... Ouais. Il y a beaucoup de flux culturels qui se sont mélangés Oui, dans oui, ma c'est vie. ça. Il y avait beaucoup de malaise sur des dizaines d'années. Ben non, mais c'est normal. Moi aussi, en même temps. Là. Mais est-ce que quand t'as commencé à écrire, donc, vers 18 ans, mettons, Mhm. est-ce que tu... Mais c'est ça, tu me dis que tu lisais pas beaucoup avant, Ouais. donc. Fait que t'as commencé à écrire avant de lire plus? Comme un peu en même temps. OK. J'ai vu J'ai vu Memento de Christopher Ouais. Nolan. Puis j'étais comme, hey, c'est incroyable. Là, j'ai vu que c'était basé sur une nouvelle Mm. littéraire que son frère avait écrite. Mhm. Puis là, je me suis dit, faut que j'écrive parce que c'est ça l'essence de l'histoire. Ouais. Ça a été écrit avant d'être produit en film puis tout. Oui, oui. Fait que je me suis vraiment mis à lire puis à écrire un peu en même temps. Genre, c'est dur à expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là de ma vie, là. C'était vraiment comme du jour au lendemain. J'étais tanné d'être ce que j'étais, je pense. Ouais. Puis j'étais juste comme, j'embarque dans un nouveau
paradigme. Puis est-ce que tu disais, je suis un auteur, puis c'est ça que je veux faire dans ma vie, ou est-ce que tu te dirigeais plus vers le cinéma déjà à ce moment-là? Je pensais pas tant au cinéma. Comme j'ai beaucoup barouetté dans ma vie, là. Après une ou deux sessions lamentables au cégep. À quel cégep? Édouard Montpetit. Ben, comme moi, on les salue, hein? Super bon cégep. Non, pour vrai, les gens étaient bien smart là-bas. J'ai rencontré des bons amis là-bas, mais je t'ai pas rencontré. Ben, dommage. Dommage. J'ai fait des études en conception sonore. OK. À Trébasse, à Montréal. Ah oui? Puis, pendant que je faisais ça, dans ma tête, ça devenait comme plus réaliste de travailler en son, mais je continuais à écrire. Puis, on travaillait, un des premiers projets qu'on faisait, c'était, il nous donnait comme des courts-métrages, puis il disait, ce court-métrage-là, il est allé à Cannes, c'est des étudiants qui ont fait ça, puis c'est super bon. Puis là, il n'y avait pas de son, puis il fallait refaire le son. C'était comme les premiers exercices de conception sonore qu'on faisait. Ouais. Puis je me disais, mais bon sang, c'est nul comme film. Désolé à ces gens-là. Ouais, on s'excuse. Puis je me disais, je pourrais vraiment faire mieux. Puis c'est de là que je suis parti sur l'idée de, je pourrais faire du cinéma. Ah, ben c'est bon. Fait qu'il y avait beaucoup de va-et-vient. Ouais, je comprends. Ben, je pense que c'est ça qui arrive quand tu vas à Édouard. Hein. T'es sûr de rien. Non, exact. T'essayes, puis il y a beaucoup de monde. Hein, fait que, ouais. Mais tout ça pour dire, j'ai été à Édouard aussi, puis j'ai été perdu pendant un moment aussi. Fait que... T'as-tu fait de l'impro? Non, une chance. Une chance, moi non plus. Je pense que j'aurais pu, mais ça avait l'air pas le fun. T'aurais été bon, je suis sûr. Ah ouais? Ça avait l'air compétitif. Il n'y a rien de plus compétitif que l'impro. T'en as-tu fait, ça? Non. OK. J'en ai regardé un peu, mais... Ouais. Mais je sais pas si c'est des clics, là. C'est du monde qui ont rien fait au secondaire puis au cégep, sont comme « Wouhou! » Non? Ouais. Il y a des gens qui adorent l'impro. Puis c'est le fun à regarder, mais je suis pas assez vite sur le piton pour participer comme là en ce moment. Non, je comprends. Je cherche quelque chose d'intéressant à dire. Non, mais c'est fou, l'intéressant. Il me faudrait un thème, tu sais. Ben là, c'est parfait, on a ton livre. OK, c'est... Mais là, tu me parles de Memento, justement. Oui. Et puis, dans le film... Je l'ai pas vu, OK? Fait que, don't quote me on that, mais... C'est juste tout est à l'envers. C'est ça. Et ça me fait penser un petit peu au genre d'affaires que tu fais, là, quand même aujourd'hui, hein, en termes de temporalité puis de complexité, quand même. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est... Ben, c'est parti de là, mais est-ce que, comme... Pour toi, si tu fais quelque chose, c'est sûr que ça va être... La forme et le contenu vont être mêlés, puis ça va être compliqué. Ben, pas compliqué, mais complexe, je devrais dire. Ou pas nécessairement. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose de très linéaire, puis ça fonctionnerait aussi? C'est une bonne question. C'est vrai que j'ai tendance à vouloir éclater les trucs, là. Puis je pense que je m'ennuierais de raconter quelque chose de très, très linéaire, très standard. C'est comme une de mes passions les plus profondes, c'est comme les structures narratives. J'ai beaucoup lu au sujet de comment les histoires sont construites et déconstruites. Ouais. Puis cette espèce de déconstruction-là fait que j'ai très peu d'intérêt à faire une histoire qui suivrait le monomythe du héros typique. Ouais. Je pense que ça m'ennuierait moi-même, puis si ça a déjà été vu, qu'il n'y a rien de comme surprenant. Ouais. Comme là, mettons, je travaille sur un projet de livre jeunesse là, pour des enfants. Mm-hmm. Puis même ça, je me rends compte par ta question que tu viens de poser, j'avais une rencontre avec un artiste qui va faire des dessins pour Gabriel Sabourin. Salut Gab. On le salue. Puis on parlait de quelle forme on voulait que ça prenne. Puis j'étais déjà décidé sur une structure narrative non conventionnelle, pas très linéaire, pour des trucs qui visent des enfants de comme 4-5 ans. Ouais. C'est comme un nouveau défi aussi de se dire, est-ce que tu te dis, c'est complexe un peu la République de Kafka, mais je veux pas faire la République de Kafka pour les enfants, là, mais de jouer avec la forme puis de montrer que cette manière de raconter-là est plus accessible qu'on pense. Ouais. Souvent, c'est comme ça fait peur de se faire dire, c'est déconstruit. Mais je pense qu'on est dans une époque où est-ce que la culture de l'information, puis comment on reçoit l'information de tout bord, tout côté, à travers des feeds qui scrollent puis qui changent d'un sujet à l'autre. Je pense que de plus en plus, les êtres humains en général s'habituent à la déconstruction narrative. C'est très postmoderne. Mais on baigne là-dedans. Fait que
Est-ce que c'est complexe ou c'est juste contemporain? Oui, je comprends. Tout à fait. Puis, mais c'est ça, tu me dis... Donc, pour toi, c'est nécessaire de réinventer un peu la forme quand même. Dans le sens que pour toi, ça serait ennuyant si c'était linéaire ou que c'était conventionnel, on va dire. Là. C'est-à-dire, en fait, ma question pour toi, c'est est-ce que t'es ton public? Est-ce que tu penses au lecteur si t'écris, mettons? Ou est-ce que ça doit t'amuser toi, premièrement, mettons? Il faut que ça m'amuse, moi. Ça, c'est vrai que je suis quand même super subtil. On applaudit en arrière. C'était quoi la question? Oui. Il faut que ça m'amuse, moi, nécessairement. Parce que sinon, je ne verrais pas l'intérêt de l'écrire, là, dans une certaine mesure. Tu sais, La République de Kafka, je l'ai écrit de manière linéaire. J'ai écrit du premier chapitre jusqu'à la fin. J'avais comme une vague idée de où est-ce que je voulais aller, mais je ne savais pas point par point ce qui allait se passer. Puis ce plaisir-là de moi-même me mettre dans la merde un peu, puis d'être comme, OK, là, je fais un retour sur ce qui vient d'être dit, je contredis le dernier chapitre, on va essayer de progresser de manière non linéaire, mais moi, j'étais forcé, comme le lecteur allait l'être, d'avancer chapitre par chapitre. Fait que c'est un jeu que je m'invente pour moi-même aussi, c'est sûr. Ben oui. Ouais. On y reviendra quand on parle de Louis l'artiste et donc de l'œuvre. Après le cégep, t'as, donc très basse, mais aussi l'UQAM, l'école en fait, des très basse. Oui. Je suis retourné à Édouard. Ah bon? À quel point j'aimais ça. Chanceux. Je suis retourné pour faire mon deck en cinéma. Ah, OK, Parce que là, j'étais fâché. J'étais comme, là, les films, c'est nul. Je vais faire des meilleurs films que les autres. Pas tant que ça. Oui, OK. Une chance que les gens font des bons films pour de vrai. Ouais. Puis là, je suis retourné au cégep faire ça en cinéma pour ensuite aller à l'UQAM. Ah, OK. Je savais pas. Fait que beaucoup de... Je suis arrivé à l'UQAM quand même sur le tard. Là. OK. Ouais. Puis à l'UQAM, t'as fait... Ben, il y a je pense... Vas-y. Ça a été à l'UQAM non plus, fait corrigez-moi si je me trompe, là, mais le voyage à Prague, c'est à la fin. À la fin de la deuxième année de bac sur 3. C'est ça. Ouais. Donc, tu as fait ça. Oui. Tu as fait un film là-bas. Absolument. Que j'ai visionné. Bravo. Et ça parle de Kafka. Oui. Ça parle... Ben, en tout cas, comment je l'ai compris, ça parle beaucoup du tourisme aussi, là, dans le sens la fascination que les gens ont pour ça. Oui. En tout cas. Puis, je me demandais, est-ce que tu l'as découvert là-bas ou est-ce que Kafka, c'était quelque chose qui te fascinait, c'était quelqu'un qui te fascinait, c'est-à-dire avant? Ça faisait longtemps que je connaissais Kafka parce que j'ai un grand frère qui a comme 7 ans de plus que moi. Ouais. Donc, quand lui était au cégep, moi, j'avais genre 8-9 ans. Puis, il me parlait de ses lectures de cégep, dont La Métamorphose de Kafka. Que j'ai ici. Wow. On va le plugger. Quelle préparation. En vente chez tous vos libraires indépendants préférés. Ben, j'imagine. Vends mon livre plus que Kafka. Kafka, il est mort depuis comme 100 ans. Il n'a pas besoin de votre argent. C'est vrai qu'il n'a pas besoin d'argent. Prenez-le en PDF gratuit sur Internet. Il va s'en sortir. Oui, c'est vrai. Paix à son âme. Fait que je connaissais Kafka notamment de là. Mon grand frère m'avait parlé de cette histoire d'un personnage qui brise les structures narratives conventionnelles. Là. Il se réveille puis il est un insecte. Comme, il n'y a pas un arc narratif, ça commence de même. Là, ça déconstruit déjà comment tu es supposé raconter une histoire. D'habitude, c'est « Hey, je suis un personnage, puis il va se passer quelque chose. » Mais là, c'est comme « Il se passe de quoi? » Puis c'est terrible. Bref, fait que je connaissais Kafka. J'avais pas une obsession à propos de ce personnage-là quand je suis arrivé à Prague. OK. Mais une fois que j'étais là-bas, la consigne, je vais faire un petit résumé. Là. Dans le fond, quand tu fais ton bac à l'UQAM, à la fin de la deuxième année, tu déposes genre ton projet de film de fin d'études. Ouais. Moi, j'étais en profil de réalisation, fait que j'avais déposé un projet. J'ai pas eu mon projet, pas été sélectionné, malheureusement. Fait que quand moi, je suis arrivé à Prague, contrairement à certains de mes amis qui avaient eu leur projet, moi, j'étais vraiment en mode, il faut que je fasse des films bons. C'est comme ma seule chance de tourner parce que l'année prochaine, je vais passer un an à travailler sur les films des autres, je pourrais pas faire mes propres films. Fait que j'étais vraiment comme craqué sur l'idée de faire de quoi de pas pire. Puis là, on était à Prague, Kafka vient de Prague. On avait une consigne pour faire un film documentaire, c'était quelqu'un, quelque part, fait quelque chose. Moi, j'aime ça être contrarier les gens un peu.
je me suis dit, je vais prendre quelqu'un qui est mort, qui fait pas grand-chose. Je trouvais ça drôle. Fait que là, l'angle que le documentaire a pris, c'est puisque Kafka voulait pas être lu, et toute l'histoire il voulait que ses œuvres soient brûlées à sa mort, puis tout. Ouais. Le fait qu'il soit tellement exposé partout à Prague qu'à chaque coin de rue, il y a son visage, il y a des musées, des statues. Tu peux lire ses œuvres et ses lettres intimes et ses journaux intimes dans toutes les langues du monde. Ça, je trouvais que c'était comme un point de vue intéressant sur la chose, là, que la caméra incarne un peu ce public charognard-là qui vient se nourrir du corps de Kafka un peu partout, là, d'où l'image au début du film avec le pigeon qui est mangé par toutes les mouches. C'était un peu ça, la prise de position que le film. OK. Donc, t'as compris l'ampleur du phénomène là-bas, mettons. Est-ce qu'on peut dire ça? Ouais, j'ai compris l'ampleur, à quel point c'était un personnage important. Autant, j'en ai appris plus sur, pas son implication, mais son apport sur comment la République tchèque a réussi à se comprendre elle-même à travers son histoire, l'influence du communisme, de l'URSS, puis tout. Parce que c'est un bon moment pour faire cette anecdote historique-là, mais il faudrait pas que je me trompe sur les dates. Le printemps de Prague, c'est en 68? Ouais, Jacob, check down. 68, 60... je pense que c'est en 68. C'est une blague. Mais, bref, toute cette espèce de ferveur politique-là, toute. Dans une certaine mesure, ça commence en 63, quand il y a une espèce de symposium sur Kafka. Parce que les écrits de Kafka, ils ont été bannis en République tchèque, sous les nazis, sous le règne communiste. Puis en 63, les artistes, les intellectuels de la place redécouvrent Kafka, puis ils sont comme « Hey, c'est un auteur d'ici qui parle d'individus aliénés dans des systèmes totalitaires incompréhensibles. Ça nous ressemble donc bien. » Puis il écrivait en 1920-1914. Fait que ça c'est en 63, puis c'est en 68, ça, le printemps de Prague. On espère 68. Il n'a pas vérifié. Les recherchistes ici, là, boivent de la bière. Ah ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai compris un peu que c'était aussi un point de capiton important dans l'histoire du pays. Ouais. Puis j'ai lu aussi un essai de David Foster Wallace qui s'appelle Das ist komisch, d'où le titre de mon film. Je vole tout ce que je peux voler. Dans lequel il parle de comment Kafka est souvent vu comme une espèce de figure lugubre, morose, etc. Mais qu'en fait, il est quand même très drôle. Il y a beaucoup d'humour dans ce qu'il écrit, mais c'est juste que le public occidental n'a jamais appris à comprendre son humour parce qu'on a tendance à croire, à cause des sitcoms à la Friends, que l'humour, ça doit être réconfortant puis nous faire sentir bien, alors qu'il y a d'autres genres d'humour, comme Kafka propose, qui sont un peu, pas nihilistes, mais un peu terrifiants, mais ça peut quand même être drôle. Oui, tout à fait. Mais ça fait quand même plus européen aussi comme humour. Comme les British aussi. C'est un peu plus dark des fois. Là. Très. Puis, donc, tu es allé à Prague et tout. Puis, toi, tu me disais que, pas plus tard que la semaine passée ou il y a 2 semaines, que tu n'es pas quelqu'un qui voyage tellement ou que tu n'as pas l'appel du voyage, mettons. Ouais, j'ai quand même peur facilement. Ouais. Je dis toujours que le voyage déforme la jeunesse. C'est une chose. C'est bon, ça. Je viens puis, en fait, ma question, c'est est-ce que le roman se passe au complet à Prague? Ouais. Est-ce que c'est comme... C'est pour toi... C'est pas une manière de voyager, mais dans le sens comme... Est-ce que c'était ton but un peu de voyager? Parce que moi, mettons, en tant que lecteur, j'ai voyagé. Oui. C'est-à-dire, je me sentais là-bas, là, alors que je suis jamais allé. Fait que j'ose croire que ça a marché. Je sais pas si... Est-ce que c'était dans tes intentions, disons? Ben, il y avait une volonté d'y retourner d'une certaine manière. Tu sais, j'ai commencé à écrire La République de Kafka en 2019, là, en plein pendant la pandémie. Fait que c'est sûr qu'on sortait pas beaucoup, là. Puis là, peut-être que j'étais comme, finalement, le voyage, c'est bien. Ah, OK, je comprends. Peut-être qu'il y avait une espèce de volonté aussi de me reprojeter là-bas. Parce que c'est aussi... C'est un voyage vraiment le fun, mais qui passe tellement vite. Puis
tu t'en rends pas compte là, pendant que t'es là. T'es avec tes amis, tu bois des bières, c'est le fun. Oui. Puis après ça, tu reviens et t'es comme, ah, c'est vrai, j'ai vécu plein de trucs. Puis là, j'avais fait comme une liste d'événements vraiment marquants ou particuliers que j'avais vécu à Prague. Puis j'étais comme, ça, d'une manière ou d'une autre, j'aime ça que ça se retrouve dans ce livre-là. Ah, OK. Pour comme incarner mon expérience. Mais le livre est tellement loin de ce que moi j'ai vécu, mais il y a plein de petits trucs qu'on pourra en parler dans la seconde moitié du ça podcast. S'en vient, là. OK, ça s'en vient. Okay. On pourra en parler, mais je te dirais toutes les... Ben allons-y. Moi, je pense justement. Fait que là, spoiler alert. Ben, on y va, on va dans le livre. Là. Mais est-ce que, donc, c'est pas... Ben c'est ça, je me demandais en lisant, il y a tellement d'informations, il y a tellement d'éléments. Est-ce que tu savais tout ça avant? Ou est-ce que tu l'as appris au fur et à mesure? Ou est-ce que... c'est quoi ta méthode, justement? C'était quoi ta méthode en 2019 quand tu t'es assis, tu as fait hey, « je veux faire ça ». Ouais. C'est pas une méthode qui a été développée exactement en 2019 parce que j'ai commencé en 2019 à prendre des notes puis écrire un petit peu, mais c'est vraiment en 2021-2022, là, je me suis rendu compte, parce que Franz Kafka est décédé en 1924, moi, je voulais que le livre sorte en 2024. Il est sorti en 2025, finalement, avec l'édition. Ouais. C'est long. Quel minable. Ouais. Bref, fait en 2021-2022, je me rendais compte, oh merde, ça arrive tellement vite, 2024. Fait que là, je me suis mis à faire des demandes de bourse. J'ai réussi à avoir une bourse du calque. Merci le Conseil des arts et lettres du Québec pour votre support et jeunes volontaires qui m'ont aussi donné de l'argent pour que je puisse écrire puis que je puisse me concentrer et développer une vraie méthodologie. Fait que je me suis juste mis à faire beaucoup de recherches, à lire tout ce que je pouvais sur tous les sujets que je voulais aborder d'un angle ou d'un autre. J'étais rendu que je lisais des articles de journaux locaux tchèques sur comme les métros, l'état des métros à Prague. Comme je le traduisais à la main là, dans Google, puis j'étais comme, OK, ça c'est vraiment bon comme information. Fait que je ramassais de l'information, puis j'avais plusieurs documents plus ou moins classés avec juste plein d'infos. Puis là, je m'assoyais pour écrire un chapitre à la fois, comme j'ai dit tantôt. Puis je me disais, OK, je suis rendu là, mon personnage, il s'en va faire ça dans la prochaine scène. Quelle information qui est pertinente à plugger? Parce que je voulais que ça soit comme très maximaliste, très baroque. Là. Je voulais que ça coule de partout de l'information puis de l'histoire de Prague. Fait que c'est ça, j'allais un peu, pas au hasard, là, mais je savais que cette information-là, ça m'avait super intéressé. Fait que là, je voulais fitter ça d'une certaine manière. Puis je trouvais des moyens de jouer avec tous ces blocs-là que j'avais. C'est comme un casse-tête, là, finalement. Puis avec beaucoup de recherches, donc. Oui. Ça a duré combien de temps, cette période de recherche? Ben, c'était recherche en parallèle écriture. Là, ça a duré sûrement 1 an et demi, vraiment, où est-ce que je me suis assis puis j'ai vraiment que fait ça quasiment. Mais quand même, Fait que, OK. Puis c'est ça, moi, j'ai drôlement vraiment noté dans mes questions que le mot maximalisme, là, justement, parce que ça donne cette impression-là. Oui. Puis... je tiens à dire que grâce à mon éditeur, Alain Nicolas, on a aussi beaucoup coupé de stock. Sûrement. Merci Alain Nicolas, parce que... Ça serait au moins le double ou... Mais on a coupé comme 10 000 mots. C'est comme une 50aine de pages au total. Quand même. C'est quand même beaucoup. Mais ça l'a fait tellement du bien parce que souvent, j'avais tendance... C'est une de mes plus grandes craintes. C'était toujours de ne pas être compris. De sentir que les gens ils étaient comme « de quoi tu parles? » Fait que j'avais tendance à surexpliquer plein... Et les aspects historiques et ce qui se passe avec le personnage... Les trucs qui sont les aspects cinématographiques, là, comment la caméra ça fonctionne. Il reste des détails de ça, mais j'avais tendance à surexpliquer, puis on a beaucoup élagué tout ça. C'était bien. Puis, est-ce que tu me parlais du métro de Prague? Dans le livre, il y a question du métro. Est-ce que, là, je suis super noob. Vas-y. Est-ce que c'est vrai, toute cette histoire-là d'amiante et de... C'est vrai, ça? Je me semble que oui. Okay. Là, il faudrait que j'aille rechecker mes notes, mais dans beaucoup de constructions qui ont été faites au 20e siècle, il y a de l'amiante. Là. C'était vraiment un matériau miracle qui était inflammable, flexible. Inflammable, c'est-tu le bon mot? Ininflammable. Ininflammable. Mais pas
Qui ne pogne pas en feu. Pogne pas en feu, en un mot. Ouais, exact. Ouais, fait que oui, dans plein de trucs, ils ont au 20e siècle, ils ont utilisé de l'amiante partout. Là, c'était top, l'amiante. Mais toi, donc, tu as utilisé appelons ça un device narratif là, pour ton histoire. C'est-à-dire que c'était pas la poursuite et tout ça. Ça, c'est-tu une vraie affaire ou c'est... La poursuite, c'est pas une vraie affaire. C'est ça. Mais, en même temps, c'est vrai que Kafka, il avait investi dans une compagnie d'amiante. Ouais. C'est vrai qu'il y a une place au Québec. Oui. J'ai comme tiré plein de ficelles qui étaient réelles. Puis j'ai fait un petit nœud fictif avec. OK, c'est ça. Ouais. Puis, c'est ça, c'est très explicatif quand même. Là, mais en même temps, c'est quand même habile parce que les notes de bas de page, c'est très drôle souvent. Puis aussi, je veux dire, tu sais, on comprend là, quand même, là, dans le sens... c'est ça. On comprend. C'était un compliment. Je sais pas si tu l'as capté. Mais... Moi, si on a compris, c'est déjà un maudit bon départ. Puis, tu joues beaucoup avec la forme et le contenu, qui sont vraiment entremêlés, là, totalement. Indissociable, c'est le bon mot, effectivement. Puis, mon premier bon mot de tout l'enregistrement. J'espère qu'on a une deuxième take. J'espère qu'on a un autre bon mot qui s'en vient. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Vas-y. J'ai oublié. Je t'ai coupé. On comprend. Ça va être zéro. Moi, je parlais de la forme et du contenu. Oui. Est-ce que, pour toi, c'est comme c'était tout naturel de faire quelque chose d'assez cinématographique, finalement? Ouais. C'est-à-dire, tu penses de cette manière-là, j'imagine? Ouais, c'est un commentaire qui revient beaucoup, c'est l'écriture est très cinématographique, parce que quand tu écris des scénarios, tu te fais dire, écris pas des choses qui vont pas être à l'écran. Ouais. Comme, écris pas, monsieur pense aux fleurs. Comme, visage coupe à des fleurs, sinon on comprendra pas de ce qui se passe. Fait que c'était tout naturel que ça soit très cinématographique, aussi à cause du sujet. Là, le gars, il s'en va faire un film, évidemment. Fait que ça aurait été poche un peu qu'on sente pas le cinéma dans un livre qui en parle. C'est ça. Mais c'est ça, on aime beaucoup les changements de typo, là, puis, tout ça. C'est vraiment le fun parce que justement, l'histoire et le livre et l'histoire. Tu sais, dans le sens comme physiquement, le livre que tu tiens dans tes mains, ça pourrait être le scénario. Le scénario, c'est ça. Il y a quelque chose que. Une autre leçon de David Foster Wallace qui est comme tout le monde. C'est Infinite Jest, là, son espèce de gros livre qui est une brique énorme, insupportable à lire. Puis en entrevue, il disait là, qu'il aimait l'idée qu'un livre, c'était un objet, puis Infinite Jest, c'était énorme, puis t'allais le traîner physiquement avec toi pendant les 4, 5, 6, 8 mois que t'allais lire ce livre-là. Comme que l'objet devienne une expérience en soi. Ouais. Ça, c'était une leçon que j'ai prise de lui au niveau de la complexité. Puis après ça, Alain Nicolas, quand il est venu le temps de designer la couverture du livre avec Axel, les bons gens de chez VLB, là, il était aussi en mode comme, il faut penser au fait que le livre, c'est un objet. Puis moi, j'avais des idées pour la couverture qui étaient plus complexes, puis hétéroclites, puis était comme, on va essayer de garder ça simple pour que l'objet livre soit moindrement attirant. Les gens, ils disent, là, c'est un livre complexe, c'est labyrinthique, blablabla. Fait qu'il faut quand même que la couverture soit attirante puis pas super intense. Genre, ouais. Mais ça balance un peu. Là. C'est ça. Mais moi, je l'aime beaucoup, la couverture. Ouais, moi aussi, je suis super content, ça fit full. Puis... T'as-tu ton mot à dire pour la couverture? Dans le sens, t'avais des idées, mais après, est-ce que tu peux dire, telle affaire, enlève ça, c'est lettre, genre? Ou, J'avais moins mon mot à dire, peut-être que j'aurais voulu. Tu sais, mettons, je me sentais plus comme un scénariste que comme un réalisateur. Si on fait le parallèle au cinéma, là, comme Alain Nicolas, c'était le réalisateur, puis lui était comme, la vision, c'est ça. Puis moi, j'étais, OK, I guess que ça va être ça. Puis j'étais super content du résultat. J'ai eu mon mot à dire sur les typos un petit peu. J'ai rajouté les bras. Il y a comme le Christ qui est crucifié. Il manquait un bras. Puis je trouvais que j'étais comme, l'angle est bizarre. J'ai envoyé comme 4 courriels au moins là, à 4 personnes différentes. Je suis comme, là, il faut pas oublier le bras avant d'aller en impression. OK. Puis l'histoire des typos puis tout, est-ce que c'est compliqué ça en édition? Est-ce que, c'est-à-dire, il était fermé à l'idée au début puis ou est-ce qu'il était comme, oui, go, c'est une bonne idée? Il y avait des...
Parce que c'est pas conventionnel. Moi, j'avais jamais vu ça, mettons. Non, c'est pas conventionnel. Moi, j'y avais dit dès le départ, parce que Alain Nicolas, il m'avait dit, il va falloir, au début du processus, il m'avait dit, il va falloir se calmer un peu sur certaines affaires parce qu'on veut pas constamment rebuter le lecteur. Mm-hmm. Puis moi, j'y avais dit, OK, mais il faut qu'on sente que le médium change entre certains chapitres puis d'autres qui sont des scènes de cinéma, etc. Puis il m'avait dit, c'est au final, c'est ton livre, puis c'est toi qui le comprends le mieux, fait que c'est important que ça reflète ça. Mais on a quand même élagué aussi le nombre de typos différentes qu'on avait. Donc, une chose qui arrive, c'est dans certains chapitres, on est dans une certaine typo, puis là, les notes de bas de page sont dans une autre typo. Puis là, il y a d'autres chapitres où est-ce que c'est inversé, mais ça reste les deux mêmes typos. Alors que moi, dans mes manuscrits originaux, il y avait 400 000 affaires différentes. C'était gênant. Fait qu'on a fait des choix, puis clairement, c'était pas une job de mise en page classique, parce que là, Nicolas, il m'a dit, là, on fait pas affaire avec quelqu'un à l'intérieur de VLB. J'ai un ami qui travaille, puis il avait mis à même le manuscrit, des fois, là, il s'était permis d'écrire comme en rouge, super gros. Ici, c'est normal que cette note de bas de page soit interminable. C'est ça, ouais. Il avait comme ponctué le manuscrit de notes pour le gars de la mise en page. C'était très drôle. Ouais. Mais l'histoire de notes de bas de page, c'est vraiment drôle. Là. Les premières fois que t'es comme... Parce que ça y va petit à petit. Là, c'est quand même pas une... Tu sais, il y en a... Ben, en tout cas, il y en a une couple de très longue. Mais il y en a une très longue, mettons. Puis mais c'est pas la première. Tu sais, si c'était la première, tu serais comme... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on t'amène un petit peu... Oui. On te tient par la main. C'est ça. Oui. Je voulais te demander aussi, parce que pour l'anecdote, comment on s'est rencontrés, Louis et moi, c'est qu'on travaillait... J'étais pas là. J'étais dessus là. C'était là. Okay. En fait, ta copine Clémence, qu'on salue, a fait un EP qui s'appelle Jeudi Variété. Oui. Puis j'ai eu la chance de faire les arrangements dessus. Tous les arrangements. Ben oui, puis Louis réalisait, puis on a travaillé ensemble. Et quand on enregistrait, quand je faisais une erreur, tu me disais « Wow, c'est bon ». Oui. Et au début, je comprenais pas. J'étais comme, hein? Mais là, je te connais et je comprends totalement. Oui. Ma question pour toi, c'est bon. Est-ce qu'il y a des erreurs délibérées dans ton livre? C'est-à-dire, est-ce que t'as pas fait exprès ou je sais pas, puis t'étais genre, c'est malade, c'est bon? Oui. Il y a plein de contradictions. Il y a plein de choses qui se contredisent, là, puis qui se cognent la tête, des événements qui sont incongrus et impossibles. Je trouvais ça super important parce que, là, c'est mon côté un peu philosophe là, qui va sortir, mais... Allons-y. Je vais te raconter une blague. Ben oui. On va voir si je suis capable de faire le delivery. Imagine, je ris pas. OK. Est-ce que tu connais le concept de Hegel, de comme la négation de la négation qui peut être productive? Non. Mais genre 2 positifs, c'est un négatif? Non, je la connais pas. Je comprends pas. C'est ça. Bon. C'est que la formule de la joke, c'est que est-ce que tu connais la négation de la négation qui peut être productive? Là, tu réponds non. Mm-hmm. Mais au moment où tu réponds non, tu es censé avoir tout compris parce que tu as dit non, mais au moment où tu ça t'émeut? Non, ouais, ça m'émeut trop. Au moment où tu cries, je suis pas capable de dire le mot nier. Vas-y. Encore. Au moment où tu nies d'avoir compris, c'est aussi là que tu peux comme le comprendre. Parce que tu as nié de le connaître, mais au moment où tu le nies, tu le comprends en même temps. Oui, je comprends. Ben, je vais prendre 5 minutes, on revient après la pause, mais oui. C'est une bonne blague dans sa forme, dans son exécution. Je n'ai jamais fait d'impro. J'avais dit... Il le regrette aussitôt. Ouais. Mais oui, mais je comprends. J'ai tout compris. Ouais. Mais oui. Fait que l'idée de progresser à rebours, de comme d'avancer en allant par en arrière, tout ce genre de paradoxe-là étrange, c'est quelque chose qui animait l'écriture du livre. Je voulais volontairement que le narrateur réécrive le passé d'une certaine manière, quitte à se contredire puis à comme laisser aller les contradictions. Même moi, quand je le relis, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui font pas de sens. C'est comme un peu ça le plaisir aussi de la lecture pour moi. Mais c'est ça, parce que te connaissant, t'es plus dans le feeling que dans
que tout ait du sens puis que tout soit concis et très simple et très... Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Dans le sens, Je tiens pas à ce que ça soit impeccable. c'est ça. Parce qu'il est une bonne chose, quand même. Je trouve ça beaucoup plus le fun quand ça... Il y a des poils qui dépassent, là, puis c'est un peu tout croche. Puis Ouais. tu rentres dans ce livre-là, puis tu sens que c'est vivant, puis que ça bouge constamment, puis tu dois te remettre en question. Mm-hmm. Ça, je trouvais que c'est une expérience de lecture plus le fun que quelque chose qui commence, que tu sais où est-ce que ça va finir. Tu sais, un peu les grandes histoires classiques, là, où est-ce que le gentil, c'est le gentil, le méchant, c'est le méchant. Oui. Il va se passer ci, ça. Ben oui. Puis, tantôt, on parlait de forme et de contenu. Là, je me suis demandé en lisant, est-ce que... parce que Kafka a évidemment un rôle à jouer dans le contenu, assez principal, mais est-ce qu'il y a un rôle à jouer dans la forme? C'est-à-dire, moi, je connais pas beaucoup. J'ai lu La Métamorphose, puis je l'ai juste à côté de moi. Ouais. Mais est-ce que ça se veut une forme kafkaïenne ou pas tellement? Non, pas du Non. tout. Je me suis vraiment éloigné le plus possible. J'ai lu absolument rien de la fiction de Kafka pendant que j'écrivais OK. La République de Kafka. J'étais vraiment plus intéressé par ses correspondances amoureuses, OK. par ses journaux intimes. Mhm. Ça m'intéressait parce que c'était plus vulnérable comme écriture, c'était moins connu aussi. Tu sais, je voulais pas refaire le procès, je voulais pas refaire la métamorphose. Ouais. Fait que tu sais, il y a une couple de jokes des jokes. Dans ma tête, c'est des blagues, là, mais dans le livre sur les histoires de Kafka, c'est dans... Admettons, au lieu d'avoir un personnage qui se fait arrêter, puis là, il est pris dans un système judiciaire qui est un peu sans fin, puis il voit pas le bout de ça, mon personnage se retrouve en prison, puis le lendemain matin, ils sont comme « Ah, tiens, tu peux sortir. » Ouais. Comme, ça, c'est un peu des jokes sur on va pas faire ce qu'on s'attend à ce qu'on fasse pour que ce soit Kafka. Ouais. Fait que j'aimais mieux aller à l'encontre de ça que d'essayer de calquer c'est ça. le plus grand écrivain du 20e siècle. Ça ne servait à rien d'essayer de faire ce que lui a déjà fait. Non, c'est ça. Fait que c'est pas un hommage. Est-ce qu'on peut dire ça? Ou Non, je me sens super coupable parce qu'il voulait pas être lu. C'est ça. Puis il y a toute cette dimension-là de voyeurisme là, qui imbibe le livre aussi. Là. Je suis désolé, là, si jamais je croise Kafka, je vais être comme hey, je m'excuse. Non, c'est super malaisant. Je trouvais ça plus pertinent. C'était pas un hommage, c'est vraiment comme un peu comme les mouches autour du pigeon qui mangent sa chair. Là. C'était plus ça l'expérience. Mais est-ce que toi, t'es un pigeon dans le sens, est-ce que t'es une personne fascinée qui veut tout comprendre de lui pis tout ou pas vraiment? Ce que je pense avoir compris de Kafka, après avoir lu tellement de littérature secondaire à propos de lui, de gens qui parlent de lui, c'est que le vrai intérêt de ce personnage-là, c'est qu'on le sait pas vraiment. OK. C'était une personne troublée, clairement, mais qui était comme nous tous, multidimensionnelle. C'est ça qui est vraiment intéressant. Ça aurait pu être une autre personne. Kafka, c'est juste un sujet multidimensionnel comme tout le monde. Puis vu que ça fait 100 ans que tout le monde s'arrache des petits morceaux de son cadavre, on a des quantités phénoménales d'informations à savourer à propos de lui. Fait que ça, c'était le fun d'aller fouiller là-dedans. Tu sais, je l'ai pas dit dans la première partie, là, on revient en arrière. L'homme? Oui, mais quand j'étais très jeune, mes parents me demandaient ce que je voulais faire, c'est dans la vie. Puis je voulais être archéologue. Ah oui, OK. J'étais comme, je veux aller dans les mines, pas les mines, mais je veux aller dans le désert, je sais pas, chercher des vases cassés. Puis c'est un peu ça que j'ai fait avec ce livre-là. Je suis plongé dans tellement d'informations antiques. Puis je suis allé comme tirer plein de petits morceaux, puis là, j'essaie de refaire une espèce de vase. Puis là, je suis comme, c'est des extraterrestres qui ont fait ça. C'est un peu ça. Ben oui. Mais c'est ça, justement, en lisant, j'ai vraiment l'impression que c'est une fresque de beaucoup de détails. Puis c'est ça, tu me disais, est-ce que ces détails-là, par exemple, ou c'est juste des tournures de phrases ou des figures de style, est-ce que
tu y as tout pensé avant ou est-ce que tu écris puis ça devient comme de même? Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu trop vague comme question. Ben, par exemple, tu parles beaucoup d'araignées dans le livre. Oui. Est-ce que avant de l'écrire, tu étais comme je vais faire des comparaisons avec les araignées ou c'est en le faisant, tu étais comme ça me rappelle cette araignée? C'est une bonne question. On va faire des araignées. Tu n'es pas obligé de répondre. Ouais, non, je pense pas que c'était prévu. En fait, tu sais, l'affaire des araignées, c'est surtout là au début. Mm-hmm. Ça disparaît quand même pendant un bon bout. Ouais. Mm-hmm. Puis ça revient à la fin. Là, on est dans la section spoilers. Allons-y. Avec le gars qui est Kafka 2, là, qui est comme un stripteaseur dans un cabaret littéraire. Spoiler. Ouais, spoilers. Fait que est-ce que c'est... Tu vois que j'avais peut-être une idée au départ de faire quelque chose avec ça, puis je l'ai laissé aller, puis à la fin, je l'ai comme ramené un petit peu, mais c'était très, très organique, là, comment tout ça s'est développé. J'avais pas de genre, OK, je vais faire quelque chose. Puis si j'avais cette ambition-là, par la nature de comment j'écrivais, j'échappais des balles constamment. Là. Je jonglais avec clairement plus de balles que j'avais de main. Là. Ouais. Mm-hmm. Puis j'en échappe constamment, puis là, je les ramène, puis je suis comme, t'as oublié cette balle? Puis c'est un peu ça, le jeu du livre. Là. C'est voulu. Ouais, voulu. C'est peut-être... Ben, c'est-à-dire, c'est assumé. Ouais, c'est assumé que je pitch tellement de choses en l'air que c'est impossible de toutes les rattraper. Exact. Ça, je trouvais ça le fun. Est-ce que tu penses que... Moi, je l'ai lu comme ça, là, parce que je te connais, mais... Puis aussi que d'autres mondes l'avaient lu avant, puis me l'avaient dit, mais moi, je me suis dit, je vais le lire en ne m'arrêtant pas, genre, puis juste en le vivant. Mettons, pas essayer de tout comprendre. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est la bonne manière de le lire? Ou est-ce qu'il y a une bonne manière? Ou est-ce qu'il faut essayer de tout comprendre, tous les détails et tout? Il n'y a pas de bonne manière. La beauté d'un livre comme ça, c'est une fois qu'il est sorti, il appartient à la personne qui le lit. Là. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de bonne manière de le lire. Même moi, quand je le relis, comme je disais tantôt, il y a des choses que je redécouvre, puis des contradictions que je comme, ça fait aucun sens, puis j'adore ça. OK. Fait que de le lire d'une traite, je pense que c'est une bonne avenue. Je pense que ça peut aussi être un livre qui se savoure sur le long terme. Mais c'est sûr que... Ben, en fait, ça doit être quand même le fun de le lire lentement parce que tu dois comme oublier des détails puis juste pas être sûr si ça fait pas de sens. Alors que quand tu le lis vite, t'es comme, mais ça fait aucun sens tout ça. Mais c'est quand même plus simple, je pense, en tant que toi, l'auteur, de le relire, de voir des erreurs, appelons ça de même, puis de se dire, ah, c'est beau, que d'écrire de quoi de super précis puis de faire, c'est que je suis fort. Non. C'est pas... Je préférais vraiment... Le protagoniste, il sait pas tout non plus. Puis il se fait mentir de tout bord, tout côté. Puis c'est un menteur lui aussi. Puis de se mêler dans ses mensonges, c'est comme la plus belle chose qui peut arriver à un menteur. Là. C'est comme... Ah, je comprends. Ouais. Fait que ça faisait du sens pour le livre. J'essayais pas de rattraper toutes les balles que je lançais. Mm-hmm. Puis justement, le personnage, il est vraiment pas... j'ai juste le mot en anglais, désolé, là, mais relatable, dans le sens comme... Pas très attachant. Non, pas particulièrement, mais ma question, c'est est-ce que y a une part de toi ou c'est pas du tout... c'est vraiment comme un personnage et... C'est sûr qu'il y a une part de moi dans tous les personnages du livre, d'une certaine manière. C'est moi qui l'ai écrit. Je pourrais pas me défiler de ça. Mais admettons, le protagoniste... Comme tu disais, là, c'est pas quelqu'un de particulièrement sympathique. T'as pas le goût d'être son ami nécessairement. Il est quand même problématique. Puis, quand j'écrivais, c'était un peu ça, un de mes objectifs, de suivre. Tu sais, quand il y a quelque chose qui nous rend mal à l'aise, habituellement, on a le goût de se détourner de ça. Mm-hmm. Puis là, quand j'écrivais ça, chapitre par chapitre, mettons, au début du livre, il y a une scène où est-ce que le protagoniste est avec la productrice, puis là, il signe les papiers, les petites ententes de base, blablabla. Puis là, la productrice quitte, puis le cinéaste se met à la suivre dans les rues de Prague, comme une espèce de pervers un peu obsédé. Déjà, t'es comme, qu'est-ce qui se passe avec ce bonhomme-là? Ouais. J'ose croire que c'est pas quelque chose que je ferais dans la vie. Puis d'écrire cette scène-là, juste d'avoir eu l'idée, ça me rendait vraiment inconfortable. J'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Puis ce sentiment-là d'inconfort, plutôt que de comme le tasser, puis de le balayer, puis de faire, OK, non, mon protagoniste, il est comme moi, c'est un bon monsieur. Puis j'étais comme, non, mais on va aller voir
qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça, ce bonhomme-là? Qu'est-ce qui nous rend mal à l'aise dans cette scène-là? Puis comment les différents éléments narratifs peuvent se rejoindre pour construire ce moment-là de manière encore plus malaisante, ou est-ce qu'il la suit de manière un peu obsessive, puis là, il se retrouve perdu dans le Love Square de Prague, où est-ce qu'il y a comme des cœurs partout, puis il est comme « Ah, c'est un signe », tu sais. Fait que c'est un vrai endroit à Prague. Je savais que je voulais faire une scène là, je trouvais ça le fun, mais de l'amener de cette manière-là, c'était plus intéressant que de faire de quoi de cucu, puis de comme « Ah, il tombe en amour », puis là, comme là, je trouvais ça malaisant, puis j'avais le goût de suivre ce malaise-là jusqu'au bout. Puis toute l'expérience de l'écriture, ça a toujours été ça, de comme qu'est-ce qui me rendrait le plus mal à l'aise possible au prochain chapitre. Ah ouais, puis, OK. Ouais, parce que je voulais... C'est ça, tu sais, Kafka, là, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais Kafka, il a écrit l'affaire de je suis entré dans la littérature quand j'ai substitué le « il » au « je ». Ouais. Parce que quand tu te mets à parler au « je », ça fait plus mal. Tout est plus intense. Surtout là, il y a comme des ressemblances très de base. J'ai déjà allé faire un film à Prague sur Kafka. Fait que là, le protagoniste, il s'en va faire un film à Prague sur Kafka. Des gens qui m'ont déjà demandé si c'était moi le protagoniste. J'étais comme « Please, no. » Non. C'est sûr que ça... Des expériences qui m'ont habité puis que j'ai pu retransmettre sur la page, mais au départ, je voulais que ce protagoniste-là soit quelqu'un d'autre, puis je voulais le suivre dans toutes les malaises qu'il allait me faire vivre. Là. Ouais. Mais comme tu vois, en lisant, moi, j'étais comme « Ah, c'est un documentariste, c'est à Prague. Ah, c'est Louis. » Fait que... Puis quand je lis, je sais pas toi, là, mais je me fais toujours un casting. Tu voyais ça? Ben oui! Et puis là, il suit la fille, puis là, ça devient vulgaire, puis là, je suis comme, non, je veux pas voir. J'avoue que c'est vraiment malaisant. Tu vois? T'es chanceux d'avoir vécu ça. Oui, ben j'étais très content. Mais à un moment donné, ton visage a disparu parce que je te reconnaissais pas, Louis. C'était comme un cauchemar. Bonne nouvelle. Je suis très content d'entendre ça. Puis, fait que tu trouves ça plus intéressant d'écrire du malaise et de l'étrangeté que... pas de la banalité, là, c'est pas ça que je devrais dire, mais que quelque chose de simple, disons? Ben, c'est que je pense que c'est important de se confronter aux choses qui nous rendent pas à l'aise. Mm-hmm. Je donne un exemple qui a vraiment pas rapport, mais admettons, quand les pays se mettent à torturer des gens, puis qu'ils disent « on fait pas de la torture, on fait des techniques d'interrogation avancées », ça, c'est comme une espèce de moyen d'éviter le malaise. Mm. Dire technique d'interrogation avancée, c'est pour éviter le mot torture qui est vraiment malaisant. Ouais. Fait qu'on a souvent tendance à faire ça, de comme refouler un peu tout ce qui nous rend mal à l'aise. Puis c'est pas nécessairement sain parce que c'est une des choses que j'essaie d'illustrer à travers le personnage dans le livre. Il y a comme une idée, je sais pas d'où est-ce que j'ai entendu ça, mais comme la suppression des désirs mène au désir de suppression. Mm-hmm. Fait qu'il y a comme cette idée-là qui est incarnée dans le personnage où est-ce que, tu sais, il y a la scène quand il est à l'aéroport, puis là, il fait des choses innommables pour comme se faire chicaner. Mm-hmm. Mais c'est parce que, dans ma tête, le protagoniste, il se force à supprimer ses propres désirs, même s'il le fait très mal tout au long de l'aventure. Puis ça se revêt en espèce de désir d'être écrasé lui-même. Puis comme cette espèce de... Encore un autre sujet inconfortable puis difficile à traiter. Je trouve ça tellement plus intéressant de le regarder en pleine face puis de voir les répercussions puis comment des gens peuvent vivre ces moments-là à travers la littérature. Je trouve ça plus intéressant que de raconter des choses qui nous réconfortent. Ouais. Parce que je pense qu'on vit à une époque comme où est-ce qu'on a besoin de réconfort, mais on a aussi besoin de pas juste être réconforté puis faire comme mais il y a des choses qu'il faudrait qu'on adresse aussi. Oui, il faut les deux quand même. C'est ça. Puis est-ce que c'est ton intention plus de communiquer quelque chose aux vrais gens dans la vraie vie? Là? Est-ce que c'est ça dans le livre? Est-ce que tu avais ce message-là volontairement à passer? Ou est-ce que c'est devenu ça? Non, je pense que c'était pour moi-même. C'était pour moi-même de comme... Chaque fois que j'écrivais un chapitre puis j'étais comme « Oh my God, je voudrais pas que ma mère lise ça. Mm-hmm. » Je me disais « OK, mais peut-être qu'il faut que tu l'écrives justement. » là. OK. Mais c'est pas une manière d'être engagé, donc. Là. C'est pas un message que tu envoies à tout le monde de comme il faut faire
Ouais, ou est-ce que c'est ça? Il faut faire face à ces démons? Je sais pas si c'est une bonne manière de dire. Mais je pense que je veux pas essayer. C'est tough comme question parce que quand tu fais une œuvre, quelle qu'elle soit, t'envoies un message nécessairement. Ouais. T'as pas le choix. Tu l'envoies, puis t'as fait une œuvre, puis là, les gens vont la recevoir. Il y a un message inhérent à ça, même si t'es comme, je veux pas envoyer de message. Ouais. Fait que ça, je vais pas essayer de me dédouaner de ça. Après ça, je pense pas que c'était ma volonté. J'étais pas comme, là, les gens vont lire ça. Puis là, ils vont être comme, ah ben, Colin. Moi, je l'écrivais pour moi. Je me rendais mal à l'aise. Je me disais, merde, pourquoi ça me rend mal à l'aise? Quel genre de personne ferait ça? Pourquoi il fait ça? Puis j'essayais de comprendre. Tu sais, tantôt de poser la question, est-ce que je pensais au lecteur? Vraiment pas, là. Sinon, j'aurais pas écrit ça. Oui, non, c'est ça, exact. Je pense que j'aurais écrit d'autres choses de plus héroïques. Et c'est quand même pathétique un peu comme livre. Là. Il y a beaucoup de... C'est pas charmant. C'est pas glorieux. Non, c'est ça. C'est pas glorieux. Tu l'as fait pour toi, donc, plus. Là. Est-ce que tu pensais que ça allait être pas édité? Ou c'était-tu une ambition ou tu y pensais même pas? C'était juste fallait que ça sorte? C'est sûr que je voulais que ça sorte puis que ça soit édité. Je pensais pas que j'allais gagner un prix. Ça, c'était quand même très cool. Ben, plugons-le, parce qu'on l'a pas dit. Là. J'ai gagné le prix Robert Clich du premier roman 2025. Ah, ben bravo! Ah, putain, quel auteur! Fait que ça, je pensais pas ça. Puis je pensais pas... Là, je vais continuer à me vanter parce que c'est mon moment de vantardise, mais Alain Collet m'a dit que pour le prix Robert Clich de cette année-là, s'ils ont reçu comme quelque chose comme 200 manuscrits, là, puis il a même dit, et je le cite, qu'il y a un manuscrit qui s'était imposé, puis c'était le mien, puis j'étais comme, Chris, c'est cool de savoir que quelque chose de hétéroclite, étrange, malaisant comme ça peut faire, mais c'est une œuvre qui vaut la peine d'être lue aussi. Fait que d'avoir cette reconnaissance-là, c'était vraiment spécial parce que j'ai toujours peur de ne pas être compris dans ce que j'essaie de faire parce que j'aime ça les choses étranges, j'aime ça dérouter les gens. Après ça, ça joue beaucoup sur le malaise, fait que c'est pas nécessairement pour tout le monde. Petite ma tante, elle va pas être comme « Ah, j'ai hâte de vivre un malaise existentiel sur 300 pages. » Oui, non, exact. Fait que de savoir que ça a été reconnu comme ça, puis c'est très, très, très cool. Ben oui, puis tu sais, en travaillant avec toi personnellement, tu sais, moi, ce que j'ai appris, en fait, là, c'est que peu importe ce que c'est, si c'est assumé, t'as comme pas le choix de le recevoir. Dans le sens de la bonne manière, parce que c'est ce que la personne veut dire. Fait que tu peux pas faire non, mais je comprends rien. Tu sais, c'est comme, c'est ça, c'est tout. Là. Ouais. D'aller super mal expliqué. Non, mais d'aller au bout d'une chose puis de l'assumer foncièrement, peu importe c'est quoi cette chose-là, je pense que c'est super important parce que quand les gens s'assument pas, pendant longtemps dans ma vie, je me suis pas tout à fait assumé, puis les choses que j'écrivais voulaient être autre chose, mais en même temps, vu que je l'assumais pas, ça détonnait plus que... J'ai un bon ami, Miguel Lampère, on le salue, avec qui j'ai fait mon bac en cinéma, que tout ce que Miguel fait, c'est... Le public aime ça. Il est bon pour générer, pour créer des choses qui est très bien reçu par le public. Puis moi, pendant longtemps, pendant tout mon bac, je le regardais, je voyais les choses qu'il faisait, puis je comprenais pas comment adresser mes projets à un public. OK. Puis vu que j'assumais pas ce désir-là, mes projets étaient toujours de plus en plus opaques et comme violents envers le public pour des raisons qui étaient juste que j'étais frustré de pas être capable de faire quelque chose d'abouti. Puis OK. Salut Miguel. Est-ce que c'est ce qui donne le montage dans ton film de Frag ou qui est quand même étourdissant à un certain point, mais... Peut-être. Ouais. Non, mais définitivement. C'est sûr que c'est abrasif. Là. J'aime encore les choses abrasives. Ben oui. Mais je pense que ça a été une leçon qui m'a pris plusieurs années à comprendre que au final, quand tu fais une œuvre, tu veux qu'elle soit reçue, même si c'est une œuvre qui est malaisante puis complexe, peu importe. Ouais. Il y a quand même moyen de la transmettre avec bienveillance au public d'une certaine manière. Tu sais. Vraiment. Ça, c'est quand même un bel apprentissage. Ben oui. J'ose croire.
Tout à l'heure, tu as nommé un endroit à Prague qui existe pour vrai. Ouais. Il y en a plusieurs, là, quand même. Il y en a beaucoup, en fait. Il y a plusieurs endroits à Prague qui existent pour vrai. Saviez-vous que... Avez-vous déjà vu? Mais est-ce que c'est tous des endroits que tu as visités? Ou est-ce que c'est des recherches ou un amalgame des deux? Je pense que oui. Là, j'ai pas lu le livre aujourd'hui, là, mais je pense que c'est tous des endroits que j'ai visités pendant qu'on était à Prague. On était là pendant 2 mois, quand même. Ouais. Ben oui, ça laisse le temps, là, quand même. On était là pendant 2 mois, puis on se trouvait très cool parce qu'on est arrivé comme avant la vague de touristes. Ouais. Pendant le premier mois. Fait que là, quand les touristes sont arrivés, on était comme ils comprennent rien à la ville. on avait comme ce culot-là oui, tout à fait. De vivre à Prague. Ouais. Fait que je pense que je suis pas mal allé partout. Ouais. Je sais pas si. C'est la question, s'il y a-tu des lieux dans le livre? Non, mais c'était pour savoir parce que moi, je suis pas allé. Fait que je me demandais. Ben, je te l'ai demandé l'autre fois, fait que je connais la réponse déjà, mais tu sais, la petite ruelle où il n'y a pas plus qu'une personne qui passe. Ouais, c'est une vraie ruelle. Je trouvais ça un petit peu. Pas pété, mais ça aurait pu être dans un film ou dans un livre, justement. Ouais. Mais ça existe pour vrai. C'est une vraie place, ouais. Puis c'est avec une lumière verte qui dit go, vas-y. Ouais. Petite lumière dans le ruelle, c'est super drôle, c'est charmant. C'est ça, fait que je me disais peut-être qu'il y a d'autres lieux un petit peu. Ben, c'est ça, finalement, non, là, parce que même lui, il n'est pas inventé. Fait que c'est beaucoup. C'est des vrais lieux. Là. Ouais, c'est pas mal. À part le faux strip club. Ah! Le seul lieu sorti de ta tête. Ouais, c'est drôle, non? Ouais. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Dis donc! Ouais. Le strip club littéraire où il y a comme une espèce de Kafka, Gabriel Garcia Marquez, puis Hemingway qui se déhanche et qui se dénude. C'est la seule chose qui n'existe pas pour vrai. Parenthèse, c'est la même époque, ça? Les trois, Kafka... Non. Non? Ben non. Vous aurez vu... mais... Marquez, il est mort il n'y a pas si longtemps que ça. OK, je savais pas. Quelques années. OK. Quelques années, ça peut-être pas 5 ans, peut-être plus que ça, je sais pas exactement, là, mais Hemingway, c'est sûrement les années 60. On est les pires scientifiques. J'ai pas fait 1 an et demi de recherche sur Hemingway. Non, mais moi non plus. Mais Kafka, il est mort en 1924, ça, je le sais en esti. Ouais. C'est pas du tout la même époque. Ouais. Mais c'est toutes des grandes figures littéraires, puis je trouvais ça très drôle. En fait, tu vois, ça, c'est la preuve à quel point le livre a été écrit une étape à la fois. Ouais. C'est que tout au long du roman, il y a cette figure-là de Kafka 2 qui traîne, puis qui hante un peu le personnage, puis qui est comme un peu... il y a comme un côté homo-érotique aussi. Ben oui, tout à fait. Le protagoniste est comme attiré étrangement vers ce personnage-là, mais il peut pas trop l'approcher, parce que c'est même pas si c'est une fabulation, si c'est une apparition quelconque. Puis là, en fin de parcours, j'étais comme, mais là, Chris, il faut bien que je trouve une solution à pourquoi il voit constamment Kafka 2 partout dans les rues de Prague. Puis à un moment donné, j'ai eu ce flash-là de genre, c'est un dude qui se déguise en Kafka, puis c'est ça sa job, il va dans un strip club à saveur littéraire, puis il se déguise en Kafka pour se dénuder, puis je trouvais ça très drôle, ça me faisait rire. J'étais comme, c'est l'explication la plus concrète de pourquoi ce personnage il a hanté le roman tout le long. Ça me faisait rire. Il y a beaucoup de choses que j'ai faites juste parce que ça me faisait rire. Là. Ben, sans prétention, c'est bien, dans le sens comme... C'est plus le fun que c'est que je suis fort, justement, puis tu mets des affaires que. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Non, ça, je trouvais que ça, c'était banal, mais dans la beauté, la banalité de comme quelque chose de super normal. C'est juste un d'autre, c'est sa job. Il est là dans le livre, il croise une couple de fois, puis l'autre, il est comme, oh my God, qu'est-ce que ça veut dire? Puis dans le fond, c'est juste ça. Il y a beaucoup de gags comme ça, des gags. C'est toute l'idée qu'il y a beaucoup de boissons dans le livre, mais surtout dans la première moitié du livre. Puis, au milieu du livre, le protagoniste fait comme une espèce de vœu de chasteté, de sobriété. Ouais. Puis, c'est au moment où il devient sobre que le livre éclate vraiment sa forme, puis ça devient incompréhensible. Oui. Ça me fait beaucoup rire. C'est de juste penser que là, il est sobre et là, ça va mal pour vrai. Ah ouais, ok, je comprends. Parce que plus vu comme ça, mais tu t'attends à ce que comme il va devenir de plus en plus souple, c'est ça qui va être le moteur de... Non. Okay. Il devient sobre, puis là, ça te décrisse le camp pour de vrai. Puis, je pense à ça, ça me fait penser alcool vomi, mais spoiler alert, à la fin, quand tout le monde vous... Ben, à la fin, c'est pas la fin, c'est tout comme à fait. Au milieu, 3/4. C'est ça. Quand tout le monde vomit dans la rue. Ouais. Dans la vieille ville de j'imagine Prague. que c'est quelque chose qui te faisait un peu rire aussi. Ouais. Puis, je me suis demandé, est-ce que tu as lu Le Parfum? Non.
Parce que, en tout cas, non, mais je vais pas te faire un spoiler d'abord. Hein. Non, mais en plus de ça, j'ai le Pigeon sur qui est un autre livre du même auteur que son nom, je vais pas essayer de le prononcer, qui est comme sur mon bureau en ce moment, que c'est le prochain que je lis. Fait que j'ai le parfum aussi dans ma bibliothèque, mais je l'ai pas lu encore. En tout cas, ils vomissent partout? Non, mais une autre chose, mais partout aussi. Puis j'étais comme, me semble, ça me fait penser à ça. Mais en tout cas, lis-le, puis je te reposerai la question dans un prochain podcast. Mais puis, parlant de ça, t'as amené quelques livres à ma demande, mais en fait, je voulais te parler d'influence. Est-ce que... En fait, ma première question, d'abord, ça serait, est-ce que c'est plus des... Ce qui t'a influencé, est-ce que c'est plus de la littérature ou du cinéma? Nina de Patrice Lessard, qui est un roman qui se passe à Lisbonne. C'est l'histoire de Vincent qui s'en va chercher son frère Antoine, qui a commencé à vivre à Lisbonne, puis qui est tombé amoureux d'une fille qui s'appelle Nina, puis qui a arrêté de donner signe de vie depuis 1 an. Puis là, Vincent y arrive avec sa copine Nina. Puis là, il se perd lui-même à Lisbonne en cherchant son frère. Fait que les jeux de double labyrinthiques dans une ville européenne, c'est 100% inspiré de Nina, que j'avais lu au cégep. Que, comme tu peux voir, il y a même un surnarrateur entre crochets qui commente. C'est vrai, je voulais t'en parler aussi, je sais pas si on va avoir le temps. Mais oui, ça vient de là. Oui, 100%. En fait, quand j'ai commencé à écrire La République de Kafka, c'était déjà un processus que j'utilisais. Ouais. Puis là, je me demandais, de où est-ce que ça vient? Où est-ce que c'est... En fait, je me cherchais un mentor pour écrire La République de Kafka, parce qu'à travers le programme Jeune volontaire, il te faut un mentor. Puis là, je suis allé lire mes livres, chercher qui avait pu m'influencer. Puis là, je suis retombé un peu là-dessus, dans ma bibliothèque par hasard. Puis j'étais comme, oh my God, mais tout ce que j'essaye de faire, je l'ai volé de ce livre-là, dans le fond. C'est exactement ça. Tu sais. Fait que j'ai approché Patrice. Puis c'est devenu mon mentor et mon ami. Là. Il m'a beaucoup aidé. Il a beaucoup relu le livre. Puis il m'a donné des commentaires qui ont fait que c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. On le salue. Pour de vrai, on le salue, Patrice. Génial. Fait que ça, c'est une grande influence pour moi. Ouais. Puis l'autre, c'est l'autre influence littéraire. Là, je le dis, ça, c'est Penguin Lost, le pingouin perdu. C'est la suite du Pingouin, qui est le premier tome. C'est plus le premier tome qui m'a inspiré, mais je l'ai prêté à ma mère. Fait que je ne pouvais pas l'avoir aujourd'hui. Mais dans Le Pingouin, c'est super intéressant. C'est un roman de Andrei Kourkov, cet auteur ukrainien. Ça raconte l'histoire de Victor, qui est un auteur, qui vit à Kiev. Le zoo va mal, ils n'ont plus d'argent, fait qu'ils demandent aux gens d'accepter des animaux chez eux. Lui, il prend un pingouin qui s'appelle Misha. Puis, excuse-moi. Puis ça devient l'histoire de Victor et Misha, donc, qui vit dans son petit appartement paumé. Le gars, il voudrait être un auteur, mais il n'arrive pas à vendre son roman ou ses romans, ses nouvelles, ça va mal. Donc, il écrit des nécrologies dans le journal. Puis, rapidement, il se rend compte que ces nécrologies, à propos des figures politiques, il se fait demander par son boss, qui écrit à propos de ce maire-là. Puis là, il écrit, puis là, le maire se fait assassiner. Puis là, il commence à faire une cause à effet, puis il se rend compte que c'est ces nécrologies qui servent de liste noire, de liste d'assassinat pour la mafia ukrainienne. Ouais. Fait que cette idée-là d'un artiste un peu paumé qui se fait embarquer dans les rouages, une espèce de machination illicite, crime organisé, c'est 100% comme une grosse inspiration de mon livre. Là. Je voulais faire un cinéaste qui se pointe à une résidence artistique, puis c'est pas vraiment, mais il va se faire embarquer dans une espèce de complot politique international qui n'a pas d'allure. Fait que c'est comme le gros parallèle. Mais tout à fait, c'est très intéressant. Ça donne des idées de lecture aussi. Ouais, c'est vraiment un très bon livre. Ensuite, il y a Ténèbres de Paul Kazak, qui est un roman d'une violence inouïe. C'est une méditation sur la brutalité coloniale. C'est tellement bon, tellement bien écrit. Mais il y a aussi quelques aspects, quelques touches de réalisme magique qui m'ont beaucoup inspiré aussi pour l'écriture de La République de Kafka, là, notamment la scène avec le corbeau là, qui crie Don't trust him, don't trust him. Ça, c'est comme un peu
J'ai-tu le temps pour une autre anecdote ou je finis ça? Non, c'est fini. C'est fini. OK. Dernière anecdote de comment certaines choses se transfigurent à travers la littérature. Ouais. Quand j'étais à Prague, il y a une soirée où on était dans une espèce de bar un peu post-apocalyptique, là, où est-ce qu'il y avait comme des espèces de chars, des tuyaux de métal. Jacob, il s'en souvient. Tout le monde avait fait de la MD. Mm-hmm. Pas Jacob. Que vous sachiez, pas Jacob. Bref. Sauf qu'en arrivant là-bas, nous autres, on n'en avait pas. Ouais. On cherchait de la drogue, comme tout bon collégien en voyage à Prague. Puis là, on finit par trouver quelqu'un qui semble en vendre. Puis le gars, il est comme assis, puis il y a une fille sur ses genoux. Puis là, il est comme... Ouais. On lui explique en anglais qu'on veut de la drogue, puis il est comme OK. Puis là, il s'en va chercher son stock. La fille se lève, puis elle s'assoit. Puis la fille, elle nous regarde, puis elle est juste comme... Elle nous dit rien, elle fait juste comme... OK. Genre, faites pas confiance à ce gars-là. Mm-hmm. Mais elle était en train de chiller avec lui, là. Ouais. Puis là, lui, il revient avec sa drogue, il nous montre, puis on est comme, non, merci. Mais comme elle nous a sauvés d'une soirée épouvantable, sûrement. Là. Je sais pas c'était quoi qu'il nous offrait, mais c'était sûrement pas ce qu'on voulait. Ah, puis cette idée-là de comme une personne de confiance d'une autre personne qui dit à une tierce partie, genre, faites-y pas confiance. Ouais. À travers ma lecture de Ténèbres, d'une scène de réalisme magique avec un animal qu'on parlera un jour. Ouais. C'est ça qui est devenu la scène du corbeau, qui est comme don't trust him dans le livre. C'est comme ça que genre le réel se transfigure, sublime, puis devient de la littérature. Ben, tout à fait. T'es comme Garcia Marquez, justement. Pareil. Moi, je sais pas, il est mort en quelle année, mais réalisme magique. Ben, effectivement. Ah. Ben, merci. Louis, on n'a même pas montré ton livre. On va le vendre, là, hey. Parce que, montre-le toi aussi. On a 2 copies, imagine. Si vous avez écouté tout ça, La République de Kafka, c'est tellement bon. J'ai tellement aimé ça. C'est vrai que c'est vraiment bon. Et c'est disponible chez chez votre libraire indépendant préféré. J'imagine pas mal tout, là. C'est vraiment disponible partout. Voilà. C'est un bon livre, je vous jure. Lisez! Ouais, c'est comme ça qu'on va encourager la jeunesse à lire. Ouais, c'est vrai que la culture québécoise est sauvée. Ouais. Par Jacob. C'est réussi. Podcasting.